Avec l'augmentation du coût de la vie, et ce depuis plusieurs années, et donc du coup avec la diminution du pouvoir d'achat, il a jamais été autant important d'apprendre à correctement gérer son budget. Mais on nous a jamais appris à le faire, en tout cas correctement. Et donc du coup ça nous pousse à faire des erreurs. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir les 5 plus grosses erreurs les plus répandues en gestion de budget que quasiment tout le monde fait. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière, c'est un véritable game changer. Alors on commence tout de suite avec la première erreur qui est de ne pas comprendre l'importance véritablement de l'épargne et donc du coup de ne pas épargner. D'ailleurs en France on est plutôt des bons élèves parce que selon une étude d'il y a quelques mois, en 2024, un Français en moyenne épargnait entre 17 et 20% de son salaire. Bien sûr c'est une moyenne qui peut paraître énorme et c'est dû au fait que les personnes les plus aisées d'entre nous épargnent beaucoup plus que 20% de leur salaire et donc ça fait monter cette moyenne. Mais en tout cas ça sous-entend qu'en France on a au moins la culture de l'épargne, on a la conscience de l'épargne, on a conscience que c'est important. Mais après, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi on n'épargne pas. Est-ce que c'est à cause du fait qu'on n'a pas conscience de son importance ou alors c'est parce qu'on n'en a pas la capacité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Après, attention, ici, on distingue l'épargne de l'investissement. Parce que quand on parle d'épargne, généralement, on parle d'une somme qui va se trouver sur un livret A ou sur un livret jeune. Et ce genre de livret ont des intérêts de 3% généralement qui ne couvrent pas l'inflation, qui elle est de 5%. Ce qui veut dire que l'argent qu'on a sur le livret A, techniquement, perd de sa valeur, perd 2% de sa valeur par an. Mais c'est traître, parce que quand vous allez sur votre compte, vous voyez la même valeur, vous voyez le même montant. Mais ce que vous pouvez faire avec ce montant-là, lui, il diminue, année après année. Chose qui n'est généralement pas le cas avec un investissement financier quelconque. Donc c'est pourquoi quand on parle d'épargne, on parle pas d'enrichissement, on parle plutôt d'épargne d'urgence ou d'épargne de précaution. Et si vous voulez, c'est simplement une somme que vous avez sur votre livret A, livret jeune, peu importe, qui va vous aider à pallier à des imprévus. Et le fait de pas en avoir, ça peut être très 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 important, ça peut complètement ruiner 3 ans, 4 ans de travail. Je vous donne un exemple, vous le matin vous vous levez, vous démarrez votre voiture, elle démarre pas, elle fait un bruit bizarre, vous l'emmenez chez le garagiste et il vous dit ça c'est une pièce qui coûte très cher, ça coûte 1500 €. Mais vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail. Et bah c'est 1500 €. Si vous n'avez pas d'épargne, comment vous les sortez? Vous prenez un crédit par exemple à la consommation, ça va engendrer une dette avec en plus des intérêts qui crèvent le plafond et ça peut complètement ruiner vos prochaines années. Avoir une épargne, surtout en ce moment en France, c'est quasiment une obligation. Il y a une règle théorique, qui est même quasiment utopique en vérité, qui consiste à dire qu'il faudrait avoir entre 3 et 6 mois de salaire net. Ce qui veut dire que si par exemple vous gagnez 2000 € par mois en net, il vous faudrait entre 6000 et 12 000 € sur un livret A, livret jeune. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, c'est évidemment une règle qui est théorique, mais en tout cas qui nous pousse à avoir une somme d'argent qui peut en fait nous sortir d'une grosse galère tout simplement. Maintenant attention, au contraire il faut éviter de tomber dans le piège de trop épargner. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les comptes sur lesquels on épargne généralement ne couvrent pas l'inflation. Donc si vous avez trop d'argent sur votre compte épargne, eh ben vous gâchez un petit peu votre potentiel investissement, en tout cas votre potentiel d'enrichissement. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Pas assez c'est dangereux, mais trop c'est dommage. C'est pas dangereux, mais c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut rester entre ces 3 et 6 mois de salaire net. La deuxième erreur, et qui est faite par énormément de monde, c'est de ne pas suivre ses finances, de ne pas tenir ses comptes. Ça c'est une erreur qui est fondamentale parce qu'on ne peut pas améliorer, si vous voulez, quelque chose qu'on ne suit pas, en tout cas quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu chiant à faire. On a la vision de notre père, de notre grand-père, peu importe, le dimanche matin, qui prend toute sa matinée, qui prend 2-3 heures de son temps avec ses tickets de caisse pour voir s'il n'y a pas une transaction frauduleuse. On n'est pas du tout là. Ce dont on parle, c'est vraiment de recenser toutes nos transactions pour avoir une vision d'ensemble en fait de nos finances. Et tout simplement, l'objectif de tenir ses comptes, en tout cas de gérer un petit peu ses finances, c'est déjà de recenser, de catégoriser et pourquoi pas même de hiérarchiser tous nos postes de dépenses, pouvoir trouver des postes de dépenses qui sont inutiles ou en tout cas qui sont superflus et pourquoi pas même identifier des leviers d'optimisation ou d'amélioration sur nos finances. Et au contraire, ne pas le faire, ça fait un peu de nous des passagers sur notre propre argent et ça, on peut vite tomber dans le travers de alors à chaque fois que mes revenus ils augmentent, et ben mes dépenses elles augmentent. Donc on a un potentiel d'évolution, mais au final vu qu'on augmente nos dépenses proportionnellement, et ben la marge en fait entre les deux reste identique et en fait on ne s'enrichit pas. Maintenant, comment suivre ses finances? En réalité, c'est simple. Il existe 3 méthodes, en tout cas que je vais vous présenter. Il en existe bien plus. La première, c'est tout simplement avec un calepin, un cahier, un papier, peu importe. On va venir papier, stylo, recenser toutes nos dépenses, voir mois après mois ce qu'on fait, voir un petit peu où est-ce qu'on peut trouver des axes d'optimisation.
C'est un peu archaïque, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il y a une grosse marge d'erreur, mais il faut en plus avoir une grosse organisation pour pas se tromper. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les applications bancaires, on en a tous une. Le problème ici, c'est que pour vous, je sais pas si c'est comme pour moi, quand vous allez sur vos transactions, des fois les intitulés des transactions, moi perso, c'est des plaques d'immatriculation, des acronymes, je comprends rien. Donc déjà, ça c'est un premier problème. Sans parler en plus du fait que vous pouvez très bien avoir des transactions en liquide. Je sais pas, vous allez chez un commerçant, vous payez avec un billet, c'est pas retranscrit sur votre application bancaire. Mais dans le sens inverse, pareil, vous recevez un billet, l'application bancaire, elle le sait pas. Sans parler en plus du fait que la troisième chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont multi-comptes. Vous pouvez avoir un compte perso, un compte pro, un compte joint avec votre femme ou avec votre homme, des cagnottes pour tel ou tel projet, partir en vacances par exemple. Si vous n'avez pas une grosse organisation, ça peut être très compliqué. Et enfin, la troisième méthode, celle que moi je privilégie personnellement, c'est d'utiliser un tableur, Excel, Google Sheet, peu importe, assez simple d'utilisation parce que le but c'est que vous ayez envie d'y revenir. D'ailleurs, celui que j'utilise, je vous le donne gratuitement en description pour ceux que ça intéresse, c'est le deuxième lien dans la description, je crois. Vous pouvez l'utiliser, le télécharger, le modifier, etc., etc. Après, l'objectif de ce genre de document, c'est pas d'être le plus exhaustif possible, si vous voulez, et de se rapprocher du centime près. C'est effectivement de se rapprocher le plus possible de la réalité, mais c'est surtout d'avoir une vision d'ensemble, de savoir ce qui se passe véritablement sur nos comptes et de ce fait-là pouvoir prendre des décisions stratégiques et éclairées plutôt que de subir un petit peu nos finances. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif. Ça, c'est vraiment dangereux parce que on le sait, pour beaucoup d'entre nous, avoir un objectif, ça fait office de moteur. Si vous n'avez pas de projet, c'est dangereux. Ça peut grandement participer au fait de, voilà, je vis un peu au jour le jour et tomber dans le travers de, j'ai pas réussi à épargner ce mois-ci, on verra le mois prochain, je ferai mieux, c'est pas grave, tant pis. Après ici, je parle pas forcément d'un projet qui peut paraître sérieux, comme une épargne, l'achat d'une formation, un projet IMO, pas forcément. Ça peut très bien être un projet, je sais pas, de partir en vacances, de s'acheter quelque chose, une nouvelle télé, un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, peu importe. Il faut quand même se faire plaisir dans la vie. Là, on parle vraiment d'un projet qui vous fait envie, sérieux ou pas. Après, il existe deux cas. Vous pouvez très bien avoir un projet qui est clair, qui est précis, chiffré. Je sais pas, j'ai besoin de 5 000 euros pour m'acheter une voiture, j'ai besoin de 40 000 euros pour un apport pour un projet immobilier. Mais en tout cas, le but, c'est que le projet, il est précis. Et donc, il est chiffré, on sait combien on a besoin, quand. Ce qui veut dire qu'on sait, actuellement, combien on doit mettre de côté chaque mois jusqu'à l'échéance pour atteindre nos objectifs. Et ça va nous permettre de prendre des décisions qui sont vraiment éclairées. A l'inverse, on peut très bien avoir un projet, mais qui est beaucoup moins précis, qui n'est pas chiffré. Et donc, dans ces cas-là, on va adopter plutôt une stratégie de gestion de budget. Il en existe plein, vous pouvez avoir la stratégie avec les enveloppes, par exemple le 50-30-20, vous pouvez avoir une stratégie basée sur les priorités, basée sur des projets, le budget zéro, il en existe vraiment une flopée. D'ailleurs, tout ça, j'en parle beaucoup plus en profondeur dans ma formation pour ceux qui souhaitent vraiment reprendre la main sur leurs finances et améliorer la santé de leurs finances. C'est le premier lien en description et c'est une formation vraiment qui peut vous aider à vraiment comprendre où part votre argent et comment gagner plus d'argent. Maintenant, la quatrième erreur qui est peut-être l'une des plus importantes, parce que c'est tellement facile de tomber dedans, c'est de confondre le pouvoir d'achat et le potentiel d'amélioration. Je vous explique. Nouveau salaire, nouveau travail, nouvelle voiture. Une prime exceptionnelle, on va dire, je sais pas, un intéressement, un 13e mois, nouvelle télé, nouveau téléphone, nouvelle voiture, peu importe. Ou alors, plus 50 chaque mois, une augmentation par exemple, alors on va pouvoir se faire un restaurant en plus chaque mois. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, augmentation des revenus, alors augmentation des dépenses. Et ça, c'est un biais cognitif qu'on a tous. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, biais cognitif, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire, c'est l'euphorie du fait d'avoir l'impression d'être plus riche, alors on va augmenter notre style de vie. Et ça s'appelle l'inflation du style de vie. Et c'est un piège dans lequel on tombe quasiment tous. Et c'est très dangereux. On a un potentiel d'amélioration, mais vu que nos dépenses augmentent proportionnellement à nos revenus, et même d'ailleurs parfois plus, et ben dans ces cas-là, on ne s'enrichit pas, et même des fois, on s'appauvrit. Donc je vous donne un exemple, une personne, je sais pas, qui a renégocié son salaire en changeant d'entreprise, par exemple, plus 300 euros. C'est génial. Elle aurait pu doubler, tripler, quadrupler son épargne, par exemple, je sais pas combien elle épargnait à la base, elle aurait pu rembourser ses emprunts beaucoup plus vite, elle aurait pu investir dans un projet, par exemple une formation, mais non, en fait, elle a juste augmenté ses revenus. Et ça, c'est le piège dans lequel il faut surtout pas tomber. Je vais vous donner 2-3 petits tips pour éviter absolument de tomber dans ce piège.
Le premier, c'est de geler, en tout cas de figer votre style de vie pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que l'euphorie du début, celle qui vous pousse à augmenter votre style de vie, au bout de 3 mois, même 2 mois, elle commence à s'estomper et donc ce sera beaucoup plus simple de maintenir le même style de vie qu'on avait avant l'augmentation. La deuxième chose, c'est que dès qu'on reçoit le surplus d'argent, 50% de cette somme va aller dans quelque chose en fait qui va nous rapporter de l'argent plus tard. L'achat d'une formation, de l'épargne, même si ça rapporte pas vraiment, mais c'est quelque chose de sérieux, un projet quelconque qui va nous rapporter de l'argent, un investissement, peu importe. Et enfin, la troisième chose, on peut quand même pour se faire plaisir, pour éviter d'avoir une frustration, d'allouer une petite somme, 5, 10, 15, 20% de cette somme en surplus dans quelque chose qui nous fait plaisir, une somme, enfin un projet, pourquoi pas, ou une dépense qui est discrétionnaire, donc qui n'a pas de réelle valeur ajoutée si vous voulez. Mais en tout cas, le but du jeu ici, c'est de ne pas augmenter son style de vie au fur et à mesure que nos revenus augmentent, parce que ça c'est vraiment dangereux, et au final, on n'est pas plus riche, on a juste plus de capacité d'achat. Et c'est dommage, mais c'est pas de votre faute. On vit dans une société qui nous pousse quand même de plus en plus à la consommation. Si vous n'avez pas le dernier iPhone, vous ne faites pas partie de la classe sociale, blabla. Bon, c'est le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Et enfin, la dernière erreur, et l'erreur qui, selon moi, est la plus importante vraiment et de loin, on nous a jamais appris que c'était possible, entre guillemets, c'est de ne pas chercher à augmenter ses sources de revenus. En gestion de budget, on a souvent tendance à parler de réduction des dépenses, et effectivement, c'est une très bonne chose. Mais il y a un plafond de verre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez tellement optimisé tous les postes de dépenses que vous avez que vous ne pouvez plus moins dépenser. Au bout d'un moment, vous devez toujours dépenser un loyer, vous devez toujours faire vos courses, vous devez toujours payer l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Mais vous ne pouvez pas optimiser au point de ne rien dépenser, c'est pas possible. Chose qui n'existe pas dans l'augmentation des sources de revenus. Je vais vous prendre un exemple que j'adore, une personne qui a 1000 € à investir. Plutôt que de l'investir dans de la bourse, dans la crypto, dans des ETF, dans l'IMO, etc., elle préfère les investir sur soi. Et donc elle va acheter une formation à 1000 € sur internet, un youtubeur, peu importe, formation à 1000 € qui est abusivement chère, hein, ne faites jamais ça, mais j'ai exprès gonflé les prix pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça au final. Elle va du coup investir cet argent dans une formation qui va lui apprendre une compétence qui va lui permettre de monétiser par la suite une prestation de service. Ça peut être tout et n'importe quoi, et même ça se trouve, cette compétence, vous l'avez déjà. Et c'est même très probable que vous l'ayez déjà. Ça peut être tout et n'importe quoi, vous êtes bon en langue, en anglais, en espagnol, peu importe. Vous êtes bon dans un sport, vous êtes bon en mathématiques, vous êtes bon dans un logiciel, peu importe. Cette personne va investir dans l'apprentissage de Photoshop dans le but de faire des miniatures pour les créateurs de contenu comme moi. Et elle peut espérer par la suite monétiser une miniature 50 €, c'est à peu près les prix du marché. Donc du coup, cette personne qui a dépensé 1000 € qui va du coup faire, pourquoi pas, une miniature le samedi, une miniature le dimanche, donc du coup qui va monétiser 50 € unité, 100 € par week-end, 400 € par mois, ce qui veut dire qu'en 2 mois et demi, elle a rentabilisé le prix de la formation qui est abusivement cher, je le répète. Ce qui veut dire qu'après avoir rentabilisé cette formation, les 400 € sont full bénéfice pour elle. 400 € en plus par mois, en travaillant 2 heures par week-end, je vous mets au défi de trouver un investissement qui vous rapporte autant. Et ça peut être moins si elle travaille moins, ça peut être plus si elle travaille plus, ça peut même devenir une activité principale et créer un véritable business autour de ça. Les possibilités sont infinies. Donc je voulais tout simplement vous montrer que augmenter ses sources de revenus, ça peut être extrêmement facile. Il faut du travail. Mais en 2025, c'est vraiment simple de se créer une petite source de revenus uniquement avec un téléphone, avec une connexion internet. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous présenter toutes ces erreurs. J'espère que vous ne faites pas les 5, mais dites-moi en commentaire si vous en faites une ou deux. Ça peut être sympa d'essayer de régler le problème de chacun. Au cas par cas, ça peut vraiment être cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous l'avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Moi, ça me fait grandement plaisir et ça aide grandement cette chaîne. Et puis abonnez-vous si vous voulez apprendre un petit peu plus sur la gestion de budget. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!